Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un personnage de légende dans la culture chinoise. C'est en effet le personnage de Valkyrie Apocalypse, qui, grâce au spin-off qui lui est dédié, est au moment où je vous parle le personnage le plus développé de la série. Celui-ci, qui est toujours en cours, nous en apprend plus sur le passé et les péripéties de ce titan qui sont nombreuses. N'oubliez pas de vous abonner, parce qu'on va kiffer ensemble, et de mettre votre plus beau like sur la vidéo. Maintenant que c'est clair entre nous, passons à la présentation de ce personnage. Je vais le diviser en deux parties, une sur l'animé et l'autre sur son spin-off, pour ceux qui ne voudraient pas être spoilés par exemple. Mais avant ça, petite présentation. Né dans une tribu mongole à l'époque du roman des Trois Royaumes, le jeune Lu Bu était un guerrier inné, combattant et tuant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Assez rapidement, son nom a été répercuté dans tout le pays comme le plus puissant sous le ciel lui-même. Et le ciel, c'est quand même balèze. Tenez-le vous pour dit, Lu Bu s'est ainsi perfectionné dans son art, jusqu'à ce qu'il soit reconnu par l'humanité pour sa force exemplaire. Et ça tombe bien, parce qu'on va parler d'elle. Commençons par le commencement. Autrement dit, durant son adolescence, le Petiot a réussi à tuer un ours, et ce, uniquement à l'aide de ses bras. De là, en lui tordant manifestement le cou sans aucun effort, tandis qu'il repartait joyeusement sur son cheval. À l'âge adulte, et ça vous le savez, il a fait jeu égal avec le plus puissant dieu nordique, leur combat générant de lourds cratères sous leurs pieds. Leur passe d'armes a en effet causé de forts tremblements dans tout le stade qui abrite normalement toute l'humanité chaque fois qu'un panthéon des dieux a lieu. Il s'est également heurté à la puissance destructrice de Mjolnir, qui, bien qu'impressionné par sa capacité, a survécu à la décharge sans aucun problème. Sky Eater, une technique qui porte très bien son nom, consiste à saisir le bout d'une lance entre ses jointures serrées avant de pratiquer un mouvement de balancement qui déploie toutes ses forces. Ce mouvement est ainsi capable de créer une scission dans les nuages sur plusieurs kilomètres. C'est sans doute sa technique la plus impressionnante. On pourrait presque la comparer à la version 2.0 de Saitama qu'il a étendue à la Terre entière. Enfin, dans son dernier échange avec le dieu du tonnerre, Lu Bu utilisait justement cette attaque contre le Gérod de Thor, secouant non seulement toute l'arène une nouvelle fois, tout en divisant les nuages au-dessus de lui. Malheureusement, le corps de Lu Bu s'effondrera sous l'impact, quand bien même sa volonté de malade continuera de le faire tenir debout en toutes circonstances. Et on enchaîne avec ce qui permet à notre guerrier de tenir malgré un écart de puissance qui est tout de même considérable. Par exemple, il a complètement bloqué le mouvement le plus fort de Thor, Gérod, qui lui a quand même brisé les deux jambes. J'ai mal pour lui. Malgré ça, il est suffisamment résistant pour maintenir son corps avec sa lance pour poursuivre le combat. Et ta tolérance à la douleur qui est juste incroyable. Je suis sûr qu'on se plaint pour beaucoup moins que ça. Moi le premier. En dépit de leur état désastreux, il parvient carrément à rester en appui sur elle et à grimper sur Lièvre Rouge, son cheval avec qui il ne forme qu'un. Au total, ce combat aura duré 16 minutes et 28 secondes. L'anime ne rend pas vraiment hommage à cette intensité qui s'est déroulée sur plusieurs épisodes, mais si on enchaîne les vraies scènes de combat et qu'on les met bout à bout, on se rend vite compte à quel point ça pétait de partout. Pour ce qui est de sa vitesse désormais, on peut souligner celle de sa réaction qui a soulevé une réponse vive lorsqu'il se trouvait à mi-hauteur et qu'il a dû bloquer l'attaque de Thor en urgence. Il est en outre parvenu à causer une blessure à ce dernier immédiatement après avoir rompu un affrontement ou alors lorsqu'il a abattu Skypiercer sur lui pour lui engendrer une coupure au niveau de l'épaule. Mais je pense que le plus fort, c'est qu'avec son agilité exemplaire, il a pu esquiver le marteau de Thor à très courte distance en se penchant très largement en arrière. Sans doute un pro du limbo le gars. Un mouvement tout aussi dingue sera conduit plus tard quand Mjolnir reviendra vers son propriétaire pour le frapper vers l'arrière. En plein saut, il réussira à l'esquiver en utilisant son propre élan pour passer au-dessus de l'arme. Enfin, quand il est sur Lièvre Rouge, il est alors bien plus rapide que le dieu du tonnerre, jusqu'à pouvoir le prendre à revers pour l'attaquer. Dans le spin-off à présent, qui comporte actuellement 23 chapitres, on a eu pas mal de démonstrations de force de sa part. Déjà nourrisson, Lu Bu est le seul survivant d'un champ de bataille. C'est dire combien les dieux l'ont béni. À 9 ans, il chassait et traînait des sangliers qui font 10 fois sa taille, tuera un soldat en lui brisant la nuque et invoquera la bête en lui. Il était ainsi en mesure d'arrêter un puissant coup lui étant destiné rien qu'avec son pied pour envoyer valser l'homme beaucoup plus loin. Il arrêtera une autre attaque surprise et battra le second sans effort. Quant à tous les soldats qui s'opposeront à lui, il n'en fera qu'une bouchée en les massacrant tous. Il s'évadera des prises d'une montagne de muscles
et stoppera facilement une tornade de lames visant à le tuer, après quoi il le terminera par son plus beau punch. Plus tard, il découpe facilement des hommes portant de lourdes armures et des armes conséquentes qui lacèrent de la même façon, cela en emportant les chevaux dans son sillage. Ouais, c'est beaucoup plus sanglant. Donc je vais être obligé de censurer certaines parties pour éviter tous les problèmes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je trouve les dessins juste sublimes. Ils sont illustrés par Ono Takio, regardez-moi comme il en impose sur cette page, avec une définition des muscles qui pourrait rivaliser avec certains personnages de Baki. À ce niveau, c'est juste de la 4K. Et puis sa manière de se tenir sur son cheval, en tailleur, quelle saillance. Et alors que tout va mal dans une guerre composée de 30 000 unités et d'un mec qui se bat sur un tigre, il vient à l'bout une stratégie très simple, celle de foncer et d'écraser tout le monde. Car comme il le dit si bien, pour lui, rien n'est impossible. Sur son magnifique cheval, il se dressera sur le champ de bataille avec un énorme drapeau. Jiling lui proposera néanmoins un pari. S'il parvient à toucher la hallebarde postée plus loin avec une flèche, alors ils mettront fin à la guerre. Mais au lieu d'un arc et d'une flèche standard, il demandera à Shen Chong de lui ramener l'énorme drapeau. Comme on peut le voir par la suite grâce à lui, il est véritablement lourd tant il peinera à lui ramener. Il le soulèvera néanmoins d'une main et le jettera de toutes ses forces à travers le ciel. Et tel un dragon, s'abattra sur l'homme à proximité avant de détruire la hallebarde et de s'enfoncer dans le sol. En termes de force pure, il lui est déjà arrivé de porter d'énormes rochers à main nue sans la moindre difficulté pour former plusieurs piles avec. Et nous à côté, on s'amuse avec le Jenga. Je vous parlais d'égalité, ouais. Plus tard, lors d'un combat qui l'opposera à l'un des généraux, la lame qui fondra sur lui sera non seulement interceptée, comme si elle se dressait sur lui au ralenti, avant que l'homme ne se fasse scinder en deux sans aucune forme de procès. Même chose avec une succession d'attaques ultra rapides qui lui sera destinée. Stoïque, il se sait si imprenable qu'il saisira la lame de la lance avec seulement 2 doigts, suite de quoi il commencera à la briser en la resserrant pour l'élever dans les airs tout en projetant son propriétaire ainsi que son cheval. Avec une vitesse phénoménale, il en prendra une autre et la jettera avec le même dédain pour finir en beauté en empalant le malheureux. Un autre général s'en prendra à lui, mauvaise idée, puisque sa tête roulera sur le sol la seconde suivante. Et puis un énième, dont le sort ne sera pas plus enviable, entièrement divisé en 2 verticalement. Un vassal, plutôt massif, s'y essaiera également, mais pas de chance pour le coco, une lance le transpercera de part en part, tout en le faisant basculer comme un sac. L'un des meilleurs combattants qui, à première vue, serait capable de rivaliser avec lui sans aucun souci, et qui est en gros capable d'anticiper et de parer toutes les techniques quelle qu'elle soit, s'est retrouvé incapable de visualiser une issue qui ne le mènerait pas droit vers la mort, malgré les 39 mouvements qu'il prévoyait. Le regard porté vers le ciel, ses muscles déchirés et ses pieds ancrés dans le sol, son attaque est en effet imparable pour le commun des mortels, et son adversaire en sera conscient, complètement désarçonné face à ce qu'il dégagera. Peu de temps après, il brisera la lance d'une simple poigne. Aussi, tandis qu'un éclair percera le ciel, Lu Bu fera une entrée fracassante sur le toit d'un temple avec une prestance que je qualifierais d'aberrante. Maintenant, petite présentation des guerriers qui s'opposeront à lui par la suite. Il y a un mec qui mange des organes, le dieu du ciel Anu, un autre qui manie un chakram, le dieu de la lune Sin, un mec encapuchonné et décharné qui utilise des sortes de bras articulés, Nergal, le dieu du monde souterrain, un jeune garçon avec un bouclier muni de plein de pics, Nabu, le dieu de la protection, un tireur d'élite qui dispose d'une arbalète à la place d'un de ses membres, le dieu de Vénus, Ishtar, un autre qui découpe très bien ses victimes avec 2 épées, le dieu de l'eau, Kea, et enfin, un gros bourrin qui fait pas du tout dans la dentelle, Shamash, le dieu du soleil. Maintenant que toutes les présentations sont faites, passons aux choses sérieuses. Du coup, le guerrier le plus fort de Shin, dont Liliane maintenait sa lance, a littéralement fait un tour de manège, sans doute moins apaisant qu'on ne le pense. Il a supporté les flèches qui ont affecté son bras droit dans le but qu'on le prive de son arme. Ainsi dépossédé de ce qui ferait soi-disant son atout, ils l'ont ensuite entravé par le biais d'une matière ultra résistance, une énorme lance s'apprêtant à lui donner le coup final. Il s'en débarrassera toutefois sans peine, tout en arrêtant l'arme et en mettant un stop net à son propriétaire. Il rompra ensuite complètement les liens, en contractant ses muscles. À base d'esquive de très haut niveau, il évitera les aiguilles et le coup d'épée de l'un de ses opposants, avant de donner un magnifique coup de pied qui dévisagera son opposant. S'il essayait malgré tout de lui briser le bras
en jouant sur son terrain, Lubu soulèvera la masse de muscles sans peine, puis l'éclatera au sol. Même constat lorsqu'il supportera les pointes acérées des bras articulés dans sa chair avant de tuer son manipulateur. Bien qu'affecté par le poison, il réussira à tout aspirer pour le recracher sous la forme d'une grosse gerbe de sang. Une pointe du bouclier se coincera dans son pied, mais il parviendra à l'extraire en contractant fortement ses muscles. En usant de sa pleine puissance et lors d'un second échange, ses orteils tordront la pointe pour ensuite transpercer le bouclier ainsi que le jeune garçon. D'un coup de pied sur le sol, il soulèvera une énorme dalle afin de fracasser le dernier survivant. Enfin, lors de son duel contre le chef de cette bande, il écrasera complètement ce dernier. Il y a aussi sa rencontre avec Lièvre Rouge, contre lequel il a fait une course acharnée. Lorsque la monture se fera blesser par les flèches plus tard, Lubu le portera sur ses épaules jusqu'à l'orée des montagnes. En définitive, le spin-off en révèle beaucoup plus sur les capacités de Lubu, et loin, très loin d'avoir montré toute l'étendue de son savoir-faire dans la série originale. On comprend désormais mieux pourquoi il était à ce point considéré comme le guerrier le plus fort de l'humanité et le dieu de la guerre. De plus, le spin-off est toujours en cours et nous promet encore de belles découvertes sur le spécimen. J'espère en tout cas qu'ils étendront le spin-off à d'autres personnages qui pourraient s'y prêter, comme Kojiro Sasaki ou Raiden par exemple. Même si je ne dirais pas non pour en voir davantage sur Bouddha. En attendant, vivement la saison 2 et les prochains chapitres.